Sumba fait partie des petites îles de la Sonde, à l'est de l'Indonésie. Des zones d'ombre planent encore sur les traditions ancestrales de ses habitants. L'histoire dit que les hommes ont débarqué à Sumba 2000 ans avant Jésus-Christ. Thomas vit à Waingapu, où expire le souffle des vagues de l'océan Indien. Il se prépare pour la cérémonie du Tareq Batu, le déplacement d'un bloc de pierre destiné au tombeau familial. Sumba est le dernier endroit au monde où les hommes édifient des tombes en forme de dolmen. C'est une culture mégalithique. À travers le culte des ancêtres, les vivants consacrent leur existence à honorer les morts. Après la mort, on sait que l'âme rejoint le Marapu, le paradis des ancêtres. Cette tombe est très ancienne. Elle a plus de 1000 ans. Il y a très longtemps, le village se trouvait tout autour de ces tombes. Mais il y a eu l'érosion et un tsunami. Alors les gens ont dû déménager, le village est plus reculé maintenant. Avant ici, il n'y avait que la forêt. C'est le traîneau sur lequel on va transporter la pierre tombale de ma famille. Je ne dois pas participer à la procession car c'est ma pierre. Ce sont les autres qui travaillent pour moi. Tout est prêt pour la cérémonie du Tareq Batu. Il reste simplement à finir le traîneau et ensuite on pourra monter la pierre au village. Depuis des siècles, l'âme des ancêtres et le mystère de leur tombeau planent sur l'île de Sumba. Pour Thomas, tout va se jouer dans quelques jours. La plage de Waingapu résonnera bientôt des cris de la foule et du maître de la cérémonie Tareq Batu. À quelques mètres de la plage, voici la carrière où les hommes taillent la roche calcaire. La pierre servira de couvercle au tombeau familial de Thomas. Le clan des tailleurs est à l'œuvre depuis un mois déjà. La pierre est prête, mais il nous faut encore travailler très dur. On a besoin d'être fort parce que s'il nous manque la force, on n'arrivera à rien. Il faut qu'il y ait une volonté en chacun de nous pour réaliser la tâche qui nous attend. Dans les grandes maisons de Sumba séjournent les vivants et les morts. La tour peut mesurer jusqu'à 15 mètres de haut. Elle abrite le Marapu, l'esprit des ancêtres. Le toit constitue une frontière entre le monde réel et irréel. Dans chaque clan, le Marapu assure le lien cosmique entre Dieu et la communauté. Au sommet du toit, 2 bois sculptés symbolisent l'homme et la femme de la famille. Waingapu, le village de Thomas, compte une trentaine de maisons et 250 tombeaux dolmens. Ici, l'âme des morts protège les vivants.
Pour la célébration du Tarek Batu, une centaine de personnes est attendue. Elles viennent des villages alentours. La préparation de la cérémonie est très lourde pour moi. C'est un événement important. Son aboutissement est la fierté de la famille. De notre vivant, on prépare tout sur terre pour que la dernière demeure soit prête. Construire une tombe demande beaucoup de sacrifices. C'est notre dernier lieu de repos sur la terre. Bonjour. Je viens te voir pour être sûr que vous viendrez nous aider samedi. Thomas doit s'assurer que tout le monde sera bien présent le jour J. Il veut aussi annoncer que tout est fin prêt. En signe de reconnaissance, la tradition l'oblige à nourrir tous les participants et leurs familles durant 2 jours. La philosophie marapout repose sur l'équilibre du monde et de la vie. Entre ce qui se voit et l'imperceptible, la balance doit être parfaite, comme l'harmonie entre le soleil et la lune. La manœuvre la plus délicate est le basculement de la pierre. Elle pèse 3 tonnes. Friable, la dalle peut se casser à tout moment. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. C'est super. Maintenant, on va pouvoir tirer la pierre. Les cris de la maîtresse de cérémonie cristallisent l'énergie collective. Elle détient le savoir de sa culture ancestrale et transmet sa force spirituelle. La pierre a été hissée en dehors de la carrière et il faut désormais la positionner sur le traîneau de bois. Une première étape est franchie. L'attelage doit maintenant être tiré jusqu'au pied de la colline où se trouve le village de Thomas.
On s'arrête parce qu'on est au pied du village et il y a une montée. Mais une fois là-haut, on pourra se reposer. Et vous savez, la pierre est très lourde. Alors on attend un peu et on repart. Nous sommes tous très fiers. C'est un grand jour pour tout le monde. Au village, la maison de Thomas est encore calme, mais toute la famille est au travail depuis plusieurs jours. Martha, sa femme, doit préparer des centaines de repas pour tous les invités. À Sumba, l'île la plus pauvre d'Indonésie, la construction d'une tombe est l'affaire d'une vie. Il y a plein de gens qui vont venir à la maison. Il faut que je fasse à manger pour tout le monde. Je prépare le riz et le cochon, le tabac, le café et la noix de bétel. C'est notre tradition à Sumba. C'est la dernière étape. La pierre est enfin arrivée au centre du village. Elle va être hissée sur un échafaudage avant de glisser sur la tombe. La technique n'a pas évolué depuis des siècles. C'est le nombre qui fait la force. Voilà comment les hommes, de par le monde, bâtissent depuis des millénaires. C'est fini. Le travail est terminé. Tout le monde est content et moi aussi je suis heureux. Le transport de la pierre a été fatigant, mais on a atteint notre but. Ce sera l'endroit du repos pour ma famille et moi, à l'heure de notre mort. Sur les bords de l'océan Indien, Thomas porte désormais en lui cette force étrange qui le pousse vers le monde invisible des esprits. Bali est la terre des dieux. Ici, rien ne doit se faire sans apaiser les esprits. On dit que ce volcan, le mont Agung, est le centre du monde. Il culmine à 3000 mètres d'altitude. Cette montagne sacrée est la demeure des dieux. La dernière éruption du mont Agung remonte aux années 60. Le réveil du volcan a coûté la vie à 1 millier de personnes
et 100 000 autres ont dû être déplacés. Depuis toujours, les Balinais lui prêtent des pouvoirs magiques. La religion hindoue est le fondement de la société balinaise. Sur l'île, la spiritualité crée l'harmonie et tous les habitants sont unis par ce lien invisible et céleste. Madé a 35 ans. Il est pêcheur sur la côte nord de l'île. La mer et les montagnes sont l'étoffe de sa vie. Avec sa famille, il est venu ici pour méditer et solliciter la clémence des esprits. C'est bientôt la fin de la saison des pluies à Bali et le début de la pêche au mahi-mahi, la dorade coryphène. C'est le poisson convoité par Madé et tous les pêcheurs de l'île. Ce matin, les effluves de l'encens sont peut-être la promesse d'une pêche abondante. À la ligne ou au cerf-volant, Madé est capable de traquer le mahi-mahi pendant des heures. J'ai accroché un leurre en bout de ligne. C'est un calamar. On l'appelle le chumi-chumi. Avec le cerf-volant, le calamar va sauter à la surface de l'eau et ça va attirer les poissons. S'ils sont en chasse, ils vont essayer d'attraper le calamar. C'est pas facile de pêcher au cerf-volant. Si les gens n'apprennent pas sérieusement, ils n'arriveront jamais à pêcher avec ça. Hey, des dauphins! Le jukung est un bateau qui est fait en bois. C'est mon deuxième compagnon, juste après ma femme. Je m'amuse. Je gagne ma vie grâce à ce bateau. Et je vis avec lui. C'est moi qui l'ai construit de mes mains. C'est le fruit de mon travail et il est vital pour toute ma famille. Parfois, je passe des journées entières en mer. Il m'arrive aussi de passer la nuit à bord de mon jukung. Il y a plus de 2000 ans que ces pirogues indonésiennes sillonnent les îles de la Sonde, la mer de Banda ou des Moluques. Dans cet archipel immense, elles portent des noms différents, mais ce sont toujours des embarcations simples et performantes. Ces pirogues à double balancier sont à l'origine des premières migrations de peuplement de l'océan Indien vers l'Australie et le Pacifique. Dans cette région du monde, la construction de ces premières pirogues a été aussi importante que la découverte de la roue. À bord de leur jukung, les marins de Bali sont les héritiers d'une longue tradition maritime. Il y a plein de religions et une multitude d'ethnies en Indonésie.
C'est une fierté pour nous. Quand on parle de notre pays ici, on dit Tanah Air Kita. De la terre jusqu'à l'eau, c'est notre patrie. Nous la travaillons, nous la façonnons et nous la protégeons. Il y a plein d'endroits sauvages et beaux. Il y a plein d'endroits où la nature est riche. Des lieux à découvrir, des lieux pour se reposer. Comme ici. C'est ça notre patrie, Tanah Air Kita. La terre et l'eau, c'est notre richesse. La pêche au mahi-mahi est un duel qui se gagne à la force des bras. Aujourd'hui, Madé a de la chance. Ce poisson est extraordinaire. On a bataillé ensemble pendant 15 minutes, mais il a fini par se rendre. Je vais le poser au fond du bateau et je vais essayer d'en attraper d'autres. Dans mon fort intérieur, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. Je le sentais bien ce matin. Je me disais que j'allais avoir du poisson aujourd'hui, et ça s'est concrétisé. La mer a été généreuse. Ce matin, sur l'île des dieux, les esprits ont tenu leurs promesses.